Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous encourage à couper vos micros si vous n'êtes pas présentateur pour éviter les voisins qui débarquent ou des choses comme ça. On est ravis de voir un grand nombre d'inscrits pour ces 2 journées. On aurait aimé vous voir en vrai à Rennes comme c'était prévu, mais bon, voilà, la vie en a décidé autrement. Donc, on a décidé de maintenir ces journées, de les faire en ligne. On a eu un certain nombre de retours. On a d'abord pensé la faire vraiment restreint à l'IMT et puis finalement, on a ouvert un peu plus, ce qui nous permet quand même d'avoir des inscrits de plusieurs horizons. Donc, c'est vraiment sympa. On va vous expliquer un peu pourquoi on a voulu faire ces journées. Donc, ces journées, alors c'est le nom IMT for IT décrit à la fois un groupe de recherche, un groupe de chercheurs de l'Institut Mines-Télécom. Et puis, ces journées donc, qui sont dédiées à la fois à des aspects recherche pour cet après-midi et puis demain, un aspect plutôt retour d'expérience avec une poursuite de la journée sur une réflexion en groupe sur des thèmes de recherche qu'on pourrait mener au sein de l'IMT en rapport avec les technologies de l'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu imaginer? Alors, on s'est rencontré avec, j'ai à l'occasion d'une invitation à Brest, qui d'ailleurs, je reviendrai bien à Brest, hein, je ne vous le cache pas, euh, surtout en ce moment. Quand tu veux, quand tu peux. Ouais, et dès que je peux, je viens. Donc, on a réfléchi avec Jean-Marie, avec Serge, avec d'autres collègues autour de la constitution d'une équipe de recherche pluridisciplinaire dans le domaine du numérique éducatif à l'IMT, donc regroupant plusieurs chercheurs qui travaillaient déjà depuis quelques années, voire très nombreuses, dans ces domaines-là et qui n'étaient pas forcément visibles au sein de l'IMT. Et puis, avec un projet qui est celui d'explorer, co-construire et évaluer l'assistance au développement à l'évaluation des compétences avec le numérique. Et puis, donc vraiment, on avait un sujet qui nous tenait à cœur. On avait des projets tous qui étaient reliés autour de ce projet de recherche. Et on s'est dit qu'on pouvait essayer de monter quelque chose, de créer quelque chose. On a contacté la direction générale de l'IMT qui nous a dit bah oui, c'est quelque chose qu'on peut accompagner, qu'on peut aider. Donc, fort de ça, on a décidé de faire une première journée, donc 2 premières journées, pour commencer à travailler et puis pour partager sur ces sujets-là, en invitant aussi des personnalités du monde de la recherche en numérique éducatif pour nous donner des témoignages, pour nous parler de leurs travaux et pour simplement, on va dire, irriguer nos actions et nos réflexions. Alors, l'objectif des journées, c'est donc de renforcer une démarche collective sur le sujet des technologies éducatives au sein de l'IMT, hein, mais voire avec d'autres partenaires, et surtout d'initier des groupes de travail sur des sujets qui émergeraient pendant ces journées. Donc, pour pouvoir faire émerger des sujets, on a lancé un appel à communication et on a 10 présentations de collègues qui vont donc nous parler de leurs recherches actuelles ou en cours ou ce qui sont même des projets de recherche pour simplement réussir à se regrouper autour de ces sujets, faire émerger au sein d'un document, donc vous avez un lien là, avec un petit QR code pour vous connecter, petit document partagé. Ça sera un document sur lequel vous avez le loisir de donner vos avis, vos idées, de lancer des sujets de recherche qui vous intéressent autour du numérique éducatif et plus particulièrement autour de la notion de compétences et de tout le travail qu'on a à faire autour des compétences, en particulier avec les technologies éducatives et du numérique, pardon. Et donc, l'idée, c'est qu'à la fin de ces journées, on ait des groupes, 3-4 groupes de travail qui émergent et qui nous permettent simplement de faire des actions tout au long des années qui vont venir. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé là, on a certainement plein de sujets intéressants à partager et à discuter. Alors, donc pour aujourd'hui, on a donc quelque chose qu'on a baptisé plutôt atelier recherche avec 2 conférences invitées, donc Julien Ambroisin
qui nous parlera de l'approche par compétences et qui vient de l'IRIT Université Paul Sabatier Toulouse. Et puis Mar Pérez San Agustin, qui va nous parler plus des MOOC avec une présentation qu'elle nous fera dans la foulée. Donc, deux sujets pour moi qui sont vraiment d'actualité. On fait une petite pause à 15h45. Et puis à 16h, on a 2 sessions de 5 présentations en parallèle. Donc, c'est les fameuses présentations qui ont été proposées par les collègues de l'IMT. Et donc, vous aurez à choisir deux sessions. Toutes les présentations sont enregistrées. Donc, si vous ratez une présentation, ce sera toujours possible de la revoir par ailleurs. Et vous avez le timing des présentations sur le site sur lequel vous vous êtes inscrit, donc imt4it.wp.imt.fr, dans lequel vous pouvez regarder si vous voulez passer d'une session à l'autre. Donc, il y aura deux sessions Zoom pour pouvoir naviguer de l'une à l'autre. En fin de journée, on vous proposera un petit apéro visio et voilà. Donc ça, ce sera pour discuter de sujets connexes, on va dire. Demain, on fera une journée plus sur le retour d'expérience avec là aussi des intervenants autour d'une table 360 avec Bruno Delièvre de l'Université de Mons, Gaël Molinari du TECFA de l'Université de Genève, Eric Sanchez du LIP de l'Université de Fribourg et puis Olivier Épinette de l'IMTBS à Évry qui vont débattre de sujets autour de retours d'expérience liés au confinement. Donc, il va y avoir pas mal de choses à discuter. On une petite pause et puis on passera sur des retours d'expérience pédagogique numérique, encore une fois avec des collègues de l'IMT qui nous ont fait le plaisir de venir présenter un certain nombre d'actions qu'ils ont faites. Je vous souhaite de bonnes journées à tous. On va commencer par un petit mot d'accueil de Frédéric. Je t'ai pas oublié, Frédéric. Qui va nous prendre, qui va nous donner un petit mot sur de la DG de l'IMT. Ouais, moi, je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Merci beaucoup. Donc, en gros, je suis quand même extrêmement contente que ces journées puissent avoir lieu, même à distance, parce que depuis 2016, bon, certains sont là depuis le début, Mathieu, Jean-Marie, etc. On a essayé, enfin, en tout cas depuis que j'ai rejoint l'IMT, d'avoir une approche très collaborative pour essayer de construire une stratégie où on prenne en compte toutes les transformations éducatives. Et on a très tôt identifié le souhait au sein de nos écoles et les écoles affiliées qui sont toujours joints à nous de pouvoir faire des choses en recherche. Je n'ai pas réussi à me battre suffisamment pour l'inscrire dans la stratégie, mais on ne l'a jamais perdu de vue. Angelo, qui nous a rejoint maintenant il y a 1 an et demi, était assez d'accord, je pense, partager la même vision. Et donc, grâce à vous qui vous êtes accrochés, et je vous remercie, Mathieu, Serge, Jean-Marie, c'est enfin la concrétisation et le début, j'espère, d'une aventure qui sera longue sur le fait qu'on pouvait, à l'IMT, travailler sur des thématiques de recherche et envisager de recherche en pédagogie, voir comment on pouvait innover, aller plus loin, collaborer sur ces thématiques-là. Et donc là, c'est la première pierre. Il y en a qui travaillent déjà, mais enfin, c'est une première pierre collaborative. Et donc, je suis vraiment très contente que ça se fasse. Je vais essayer d'y participer le plus possible. En tout cas, je suis sûre que vous allez dégager des idées et je me battrai pour faire en sorte que vous puissiez être soutenus et que ça soit inscrit dorénavant un peu plus fortement dans une stratégie commune de toutes nos écoles. Alors, donc, je vous remercie. Je remercie les participants. Je vois qu'il y a quelqu'un qui tient le compte, donc on est déjà à plus de 60. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà. Même en présentiel, tous les séminaires qu'on avait faits, on avait atteint 60-80. Donc, on est presque aussi fort à distance qu'en présentiel. Donc, merci pour cette organisation. Merci pour votre présence à tous. Merci aux intervenants extérieurs. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on a 2 collègues de l'Université Paul Sabatier de Toulouse et demain, on a Mons, Genève, Fribourg. Donc, on a même déjà un côté international. Donc, merci beaucoup de vous être joints à nous et prêter votre concours. Et je ne serai pas plus longue. Donc, merci, je ne vous vois plus, mais je laisse la place au suivant. Voilà.
Merci beaucoup, Frédéric. Ben, je propose qu'on passe tout de suite à ta présentation, Julien. Donc, je te laisse le partage d'écran et n'hésitez pas. Ok, merci Mathieu. Bien, est-ce que vous voyez mon diapo là? Ça apparaît. Voilà, c'est bon. Il y a Ok, un petit... super. Attention, il y a peut-être un petit décalage quand tu changes de diapo, mais ça a l'air de Ouais. fonctionner. Pas de souci. Ok. Bien, ben, merci Mathieu pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Et merci encore une fois pour cette invitation à participer à ce séminaire. Pour moi, c'est mon premier séminaire de l'INT, qui d'après le programme s'annonce très intéressant et que donc j'ai le plaisir d'inaugurer, enfin de lancer. Alors après un certain nombre de cours réalisés à distance pendant cette période exceptionnelle, eh ben, on se retrouve à réaliser des présentations derrière un ordinateur. J'espère que ça va bien se passer et que tout le monde pourra suivre le diaporama convenablement. En particulier, j'ai osé mettre des vidéos de démo. On verra le résultat. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des recherches que nous menons au laboratoire ERIT, donc l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, concernant les compétences, parce que j'avais cru comprendre que, j'ai eu la confirmation dans les diapos présentés par Mathieu, là, que les compétences représentent quelque chose qui tient à cœur à l'IMT. Et donc, je vais illustrer les travaux qu'on a réalisés à travers deux projets qui ont été ou qui sont encore en cours de financement par l'ANR. Donc, le premier, il s'est déroulé entre 2011 et 2015 et il s'intéressait à une approche par compétences pour la conception de cursus de formation. Et puis le deuxième, qui est actuellement en cours, il concerne, lui, la personnalisation de l'apprentissage à base de compétences. Bon, ça a été dit tout à l'heure, pendant qu'on faisait les tests de vidéo, là, que l'accent toulousain n'était pas très raccord. Et j'ai dit que j'allais m'expliquer. En fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais signaler que je suis vraiment très déçu de ne pas pouvoir être présent physiquement à Rennes. Parce qu'en effet, ben, je suis d'origine bretonne et c'est à Rennes que j'ai effectué mon collège et mon lycée à Rennes de Bretagne, à côté du magnifique parc du Tabor, dans lequel j'ai passé un certain nombre d'heures entre deux cours ou après les cours. Et puis c'est là-bas aussi, à Rennes, que j'ai débuté mes études universitaires sur le campus de Rennes 1. Alors je suis maintenant à Toulouse, mais quand Jean-Marie m'a contacté pour participer à ces journées, je me suis dit ouais, super cool. Je vais pouvoir non seulement aller faire une conf là-bas, mais en plus je vais pouvoir passer la fin de la semaine avec la famille et les amis que j'ai encore là-bas. Bon voilà, le Covid, il en a voulu autrement, et puis je suis sûr qu'on trouvera d'autres occasions pour se retrouver de nouveau à Rennes. Bon bref, cette aparté est terminée, maintenant on va parler compétences. Alors, l'approche compétences, ben, c'est un sujet à discussion, bon, au sein de l'IMT, a priori pas trop, mais dans les sciences humaines et sociales, elle a été, elle demeure encore fortement critiquée. Mais bon, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est une adoption massive de cette approche, tant en France qu'à l'international, et ce, quel que soit le niveau scolaire dans lequel elle est mise en œuvre. Par exemple, ici, vous avez un extrait du bulletin officiel de l'Éducation nationale concernant la description de l'option numérique et sciences informatiques de première générale, une des options qui a vu le jour là, dans le cadre de la réforme du bac. Alors, les éléments du programme, comme vous le voyez, ben, ils sont présentés avec une description textuelle, et puis les contenus, ben, ils sont décrits en termes de capacité attendue. Alors, ils n'ont pas utilisé le terme compétence qui est explicitement utilisé parfois dans la littérature, mais on constate justement que dans la littérature, les termes capacité et compétence, ils sont souvent confondus. Même chose si on regarde dans le supérieur. Ici, vous avez un extrait du programme pédagogique national du DUT informatique, où chaque module de formation il est également décrit en termes de compétences visées. Et donc, dans le cadre du BUT, le bachelor universitaire de technologie qui se profile, bon, pas à la rentrée prochaine, mais à la rentrée 2021 pour remplacer le DUT, les compétences, elles serviront d'instrument principal pour définir l'ensemble des nouveaux programmes nationaux qui vont être définis dans le cadre du BUT. Donc aujourd'hui, les compétences, elles sont au cœur de nos systèmes de formation. Donc les compétences, elles représentent un concept complexe
qui a été défini dans le cadre de nombreuses recherches. Mais malheureusement, il n'y a pas de définition consensuelle et universelle de ce concept. Par contre, la littérature, elle montre quand même que les compétences font souvent référence à un ensemble de connaissances, de savoir-faire, de capacités et d'autres attitudes et expériences personnelles. La définition qu'on a adoptée dans le cadre de nos travaux, elle s'inspire de celle qui a été proposée au niveau national par le socle commun de connaissances et de compétences, et elle peut être formulée de la manière suivante. Donc on a défini la compétence comme la capacité à en mettre en œuvre un ensemble de connaissances, savoir-faire et attitudes dans des situations variées pour atteindre les objectifs désirés. Donc c'est une définition très large, mais qui permet de couvrir un petit peu les aspects qu'on a entrevus dans la littérature. Alors, voyons maintenant comment ce concept il peut être utilisé dans l'éducation. Le premier projet que j'ai évoqué en introduction de cette présentation, qui s'appelle Compétences, il s'est déroulé sur 4 ans et il avait pour objectif de faciliter l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, tant en formation initiale qu'en formation continue. Le consortium il était constitué de plusieurs partenaires académiques. Il y avait un labo d'informatique, le nôtre, un labo SHS, le CLE, qui est également localisé à Toulouse. Il y avait aussi le SCUIO de l'Université Paul Sabatier. Alors, le SCUIO, c'est le service commun universitaire d'information et d'orientation. Et puis enfin, il y avait une entreprise, Tiresias, qui faisait de la formation continue pour les salariés. Alors, lorsqu'on souhaite faciliter l'orientation des étudiants et l'insertion professionnelle, il y a une multitude d'acteurs qui entrent en jeu. Les équipes pédagogiques, bien évidemment, qui définissent les formations qui sont dispensées aux apprenants, mais on a également les professionnels qui expriment leurs besoins en termes de ressources humaines pour répondre à leurs besoins métiers. Donc, afin d'établir un lien entre ces différents acteurs, ce qu'on a fait dans ce projet compétences, c'est d'utiliser les compétences comme élément fédérateur, c'est-à-dire comme élément de référence pour décrire à la fois les formations, les métiers et les parcours des apprenants. Alors, un challenge dans cette approche, ça consiste à être capable de prendre en compte les multiples référentiels existants qui sont pour la plupart hétérogènes. En effet, si on s'intéresse aux compétences, aux métiers, aux profils d'apprenants ou aux offres de formation, on a tout un tas d'initiatives qui ont été proposées et toutes, elles ont suggéré des spécifications qui sont propres à leurs besoins. On a eu des initiatives de standardisation qui ont plus ou moins mené à un succès, mais il y a aussi eu des déboires. Et donc, on constate que dans les référentiels qui sont proposés, on a une hétérogénéité qui est très forte, et il en est de même pour les référentiels qui sont spécifiques à un domaine particulier. Par exemple, si on prend le C2I ou le C2I2MI et le European E-Competence Framework, qui est défini au niveau européen, la manière de décrire des référentiels de compétences est différente. Donc, un des challenges était d'être capable d'intégrer dans notre approche l'hétérogénéité de ces différents référentiels. Alors, pour atteindre les objectifs du projet, je vous rappelle, qui concerne l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, on s'est attaché à répondre à 2 questions. D'une part, comment répondre au problème de fédération en utilisant la compétence comme élément pivot? Et puis d'autre part, quels sont les outils à fournir aux différents acteurs pour supporter leurs besoins? Alors, pour répondre à la première question, celle de la fédération, on a défini un modèle unificateur reliant les différentes entités qu'on vient de citer, à savoir les formations, les apprenants, les métiers et bien évidemment les compétences. Alors, les compétences, elles ont été modélisées selon la définition que nous avons donnée au début de la présentation et elles intègrent les différents niveaux de maîtrise qui sont requis par les métiers concernés. On a instancié différents référentiels, tels que le référentiel du C2I2 métier de l'ingénieur et le référentiel des métiers IT qui est proposé par le CEN. Alors, je vous fais grâce, je ne vous ai pas exposé le détail du modèle, il est assez conséquent. Donc ici, je vous présente juste les principales parties qu'on a mis en œuvre. Donc après les compétences, on s'est intéressé à la modélisation des métiers qui, eux, sont décrits en termes de famille et de secteur d'activité. Et ils sont liés aux compétences afin de savoir quelle compétence est mobilisée pour un métier particulier. Et donc pour les métiers, on a intégré les référentiels du SIGREF, en particulier la nomenclature RH qui a été proposée en 2011 et le European ICT Profiles qui a été proposé par l'Union européenne.
Au niveau du profil des apprenants, on retrouve des informations classiques qui sont définies par les organismes de standardisation. Donc ici, je vous cite IMSLIP, le FOF ou l'I3E PIPI. Bon, ça, on l'a intégré de façon classique dans notre modèle, mais notre originalité, pardon, elle réside dans le fait qu'on a exprimé le profil cognitif d'un apprenant en termes de compétences, et d'autre part, qu'on a exprimé les préférences des apprenants par rapport au métier qu'il ou elle souhaite faire après ses études. Et puis enfin, pour les formations, on a distingué le modèle opérationnel du modèle stratégique. Alors, cette distinction, pourquoi cette distinction? Parce qu'en fait, elle nous permet de différencier la structure d'une formation, c'est-à-dire ses unités d'enseignement et les modules qui la constituent, de son instantiation, c'est-à-dire la manière dont les modules sont mis en œuvre. Je ne sais pas comment ça se passe à l'IMT, mais par exemple, si je prends l'IUT, là où j'enseigne, on a des programmes pédagogiques nationaux. Ces programmes pédagogiques nationaux, vous en avez vu un extrait tout à l'heure, au début de la présentation. Donc, ça nous donne les compétences et les contenus que doivent comprendre chacun des modules, mais après, libre à chaque université d'instancier, de délivrer les contenus en question comme il le souhaite. Donc, ces modèles, ils sont exprimés sous la forme d'objectifs d'apprentissage qui sont eux-mêmes reliés aux compétences et donc qui correspondent à un ensemble de compétences qui correspondent aux référentiels qui sont pris en compte dans notre instantiation. Et au niveau des formations, en termes d'expérimentation, et à l'époque du projet, on a instancié les différentes MIAGE de France qui ont défini, à travers une plateforme que je vais vous présenter maintenant, l'ensemble de leur curriculum. Donc, à partir de ce modèle, on a conçu différents outils destinés à différents acteurs. Je ne vais pas vous faire une présentation exhaustive de cette plateforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter des outils qui sont destinés aux équipes pédagogiques pour la création de formations, mais aussi aux apprenants pour leur positionnement dans leur parcours d'apprentissage. Je viens de vous le dire, la plateforme elle offre également des fonctionnalités aux professionnels pour identifier les formations qui répondent au plus près à leurs besoins métiers. Alors, on commence avec un outil de création de formation qui s'adresse aux équipes pédagogiques. Donc, dans la vidéo qui suit, on se focalise sur la sélection des objectifs d'apprentissage d'une unité d'enseignement qui sont exprimés sous la forme de compétences. Vous n'allez pas voir l'étape initiale de création de la formation, ni le début de la spécification des unités d'enseignement qui correspond en fait au haut du formulaire qui est exposé ici, de l'écran qui est exposé ici. Donc l'utilisateur, c'est-à-dire le responsable pédagogique, il choisit dans un premier temps le pôle auquel est rattachée l'unité d'enseignement, par exemple l'ingénierie des systèmes d'information. Le système il lui propose alors la liste des thématiques d'enseignement associées à ce pôle, et pour chaque thématique, la liste des objectifs d'apprentissage disponibles, c'est-à-dire décrits dans le référentiel de formation. Et donc, l'utilisateur, il peut sélectionner un ou plusieurs objectifs d'apprentissage qui seront dispensés dans l'unité d'enseignement correspondante. Donc, le système, il offre la possibilité de sélectionner des objectifs d'apprentissage rattachés à différentes thématiques d'un pôle, mais aussi à des pôles différents. Une fois que l'équipe pédagogique a défini l'ensemble de ces unités d'enseignement, il a à sa disposition un outil pour vérifier l'adéquation à travers les compétences qui sont mises en œuvre entre les modules qui ont été définis et les métiers visés par la formation. Donc, la visualisation que vous voyez ici, elle est interactive, c'est-à-dire que les éléments apparaissent en surbrillance lorsque l'utilisateur pointe sa souris sur l'un d'entre eux. Dans la capture d'écran qui est exposée, là, on voit que la compétence conception et développement sur laquelle est positionnée la souris de l'utilisateur, elle est mobilisée dans certains modules qui apparaissent dans la colonne en bleu et qui sont requises par les métiers qui apparaissent en vert. Un autre outil qu'on a proposé non seulement pour les équipes pédagogiques, mais aussi pour les étudiants dans le cadre de leur orientation, c'est la consultation et la génération automatique du syllabus d'une formation. Donc, pour une formation et pour chaque unité d'enseignement, l'utilisateur il peut consulter les objectifs d'apprentissage. Donc, dans la vidéo, là, on constate que l'unité d'enseignement modélisation pour la conception des systèmes d'information de la MIAGE de Grenoble, elle vise l'acquisition de 11 objectifs d'apprentissage qui sont compris dans 4 grandes compétences. L'utilisateur il peut aussi consulter la liste des métiers visés par la formation selon différents référentiels métiers.
Et dans l'exemple ici, la MIAGE de Grenoble, elle permet aux étudiants d'envisager des métiers tels qu'architecte technique, chef de projet, etc. Et là encore, pour chacun des métiers, les compétences mobilisées sont clairement explicitées. Donc, cette fonctionnalité, elle est très utile pour les équipes pédagogiques lorsqu'elles doivent décrire leur formation, ce qui est régulièrement demandé par nos instances au niveau du ministère, mais elle est également très utile pour les étudiants lorsqu'ils doivent faire leur choix d'orientation. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux outils qui sont dédiés aux étudiants. Donc, lorsqu'un étudiant il est inscrit à une formation, il ou elle a la possibilité de suivre sa progression dans la formation en termes de compétences. Donc, différents outils sont disponibles pour les étudiants et je m'attarde ici sur son positionnement au sein de sa formation. Donc, l'outil de cartographie que vous voyez là, il permet de visualiser les différents modules de la formation par semestre. Donc, l'exemple ici, il concerne la licence et le master 1 de la MIAGE de Toulouse. Donc, lorsque l'étudiant sélectionne un métier, les compétences qui sont mobilisées par ce métier et qui sont étudiées dans le parcours de formation, ils apparaissent sous la forme de liens. C'est-à-dire qu'un lien, ça représente une compétence. Par exemple, le métier consultant informatique mobilise des compétences traitées dans les modules du semestre 7 de la formation. Si on prend un autre exemple, chef de projet, on constate que de nombreuses compétences sont mobilisées dès le semestre 5. Et si on pointe la souris sur un lien, le nom de la compétence est affiché à l'utilisateur. Cette cartographie, elle peut également être adaptée au parcours d'un étudiant particulier. Dans ce cas, l'ensemble des modules sont colorés selon un code couleur. Et ce code couleur, il indique si le module il est validé ou non, ou en cours de validation. Et puis en pointant la souris sur un module, la moyenne de ce module peut être affichée. Donc, cette visualisation, elle permet aux étudiants de se positionner en un coup d'œil au sein de sa formation et par rapport au métier qu'il ou elle pourrait envisager. Donc, dans ce projet compétences, on s'est intéressé à l'adéquation entre les formations et les métiers en utilisant les compétences comme éléments pivots. Dans le projet Compare, que je vais maintenant brièvement vous exposer, on étudie actuellement, au sein d'une formation, comment personnaliser les sessions d'apprentissage des apprenants en fonction des compétences qu'ils ont acquises et qu'ils doivent acquérir. Donc, comme vous pouvez le voir sur la copie d'écran, le projet il rassemble 2 laboratoires d'informatique, l'IRIT et le LIRIS qui est le porteur du projet, un laboratoire SHS, Praxilink, qui est localisé à Montpellier, un groupe d'enseignants du secondaire, Pégase, localisé à Lyon, et l'entreprise EduClever à Toulouse, qui offre des soutiens numériques pour l'apprentissage du français à l'école élémentaire. L'objectif de ce projet, il est de concevoir des modèles et des outils permettant de mettre en œuvre une approche par compétences pour accompagner l'apprentissage de manière personnalisée. Donc, le projet il comporte 2 volets principaux. D'une part, la mise en œuvre d'une personnalisation semi-automatique fondée sur les compétences, et d'autre part, des stratégies d'autorégulation pour aider l'apprenant à augmenter son autonomie dans l'apprentissage. Donc ici, je ne l'ai pas mentionné, mais ce système de personnalisation semi-automatique, à terme, il doit également être auto-adaptatif, c'est-à-dire qu'on veut qu'il apprenne de son propre fonctionnement pour améliorer ses performances. Ses performances, bien sûr, non pas informatiques, mais en termes d'apprentissage humain. Donc, ce projet, il a démarré il y a 1 an et demi, un petit peu moins, c'est-à-dire en décembre 2018, et on commence tout juste à travailler sur les stratégies d'autorégulation. On n'a donc pas encore de résultats concrets à vous présenter aujourd'hui, mais par contre, je peux vous présenter l'approche que nous allons mettre en œuvre pour la personnalisation. Bon, pour cela, je suis obligé de vous décrire, j'ai essayé de le faire de la façon la plus succincte possible, l'environnement informatique du projet. Donc, bien sûr, on retrouve des référentiels de compétences. On a adopté la même définition des compétences dans ce projet que dans le projet précédent, que dans le projet compétences. Mais cette fois, dans le projet Compare, on a adopté une représentation des référentiels sous la forme d'ontologie. Alors, pourquoi? Parce que d'une part, nous avons ajouté des relations sémantiques, en quelque sorte, entre les compétences. On y reviendra plus tard. Et d'autre part, cette représentation sous la forme d'ontologie, elle est plus adaptée au raisonnement machine. Donc, dans le projet, on a 4 terrains d'expérimentation. Et donc, pour l'instant, aujourd'hui, on a 4 référentiels différents qui ont été conçus. 2 pour l'informatique, mais pour des niveaux et des disciplines différentes. 1 pour la physique en première et un autre pour le français à l'école élémentaire. Les ressources pédagogiques, elles sont rattachées aux différentes connaissances et savoir-faire de chacun des référentiels.
et ce sont ces ressources qui, au final, seront recommandées aux apprenants. Les stratégies pédagogiques, elles correspondent à la manière dont la personnalisation doit être réalisée. Donc, ces stratégies, elles sont composées de différents types de règles logiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces règles ici, mais ces règles, elles sont soit indépendantes d'une discipline et d'un niveau scolaire donné, donc dans ces cas-là, on les appelle les règles compères, soit ces règles, elles sont spécifiques à une matière et à un niveau donné, dans ce cas-là, on les appelle les règles expertes. Les profils des apprenants, eux, ils sont exprimés en termes de compétences, c'est-à-dire que pour chacun des savoir-faire et connaissances d'un référentiel donné, on dispose d'un indicateur qui reflète le niveau de maîtrise du nœud par l'apprenant. Cet indicateur, il est calculé et il est mis à jour automatiquement lorsque l'apprenant réalise des activités sur des plateformes d'apprentissage de type Moodle. Alors dans le projet, on ne va pas utiliser Moodle, mais on utilise une plateforme qui a été développée par l'IRIS qui s'appelle Asker, qui permet de générer différents exercices à la volée. Et à Toulouse, on va utiliser une plateforme qui a été développée dans le cadre d'une thèse qui s'appelle LabForce et qui est dédiée à l'apprentissage de l'informatique. Donc, on essaye également de prendre en compte le contexte de l'apprenant, c'est-à-dire le périphérique qu'il ou elle utilise pour réaliser sa session d'apprentissage. Dans le contexte, on essaye également de prendre en compte sa langue, alors sa langue préférée, à travers celle qui est définie dans le navigateur, par exemple. On essaye de prendre en compte la qualité de sa connexion réseau, le navigateur qu'il utilise, etc. D'accord ? Et puis, au final, le moteur de personnalisation, il prend toutes ces informations en entrée, il applique les stratégies pédagogiques qui ont été définies, et il fournit à l'apprenant un ensemble personnalisé de ressources pédagogiques. Alors, je voudrais maintenant vous présenter le processus de personnalisation. Dans ce projet, une originalité également, c'est que c'est l'apprenant qui va fixer ses objectifs d'apprentissage. Ce n'est pas les enseignants. Les enseignants peuvent le faire, mais si l'apprenant dit bah « non, moi, je n'ai pas envie d'apprendre ça, je veux plutôt apprendre ça », c'est ce qu'on prendra en compte. C'est au final l'avis, entre guillemets, de l'apprenant qui prime sur ce que propose l'enseignant. Dans l'exemple que vous voyez ici, l'étudiant souhaite travailler la compétence qui est en haut de l'arbre et qui est entourée en rouge. D'accord ? Donc cet arbre, il représente en fait son profil. Et cet arbre, il est extrait à partir du référentiel de compétences correspondant, auquel ont été ajoutées les valeurs de maîtrise et qui apparaissent sous la forme de petits cercles là, de différentes couleurs sur la figure. Et puis, les feuilles de l'arbre, tout en bas, représentent les ressources qui sont rattachées aux différents savoir-faire et connaissances de ce profil. Alors, la première étape du processus de personnalisation, elle consiste à sélectionner les nœuds, donc les savoir-faire ou les connaissances, qui devront être travaillés. Dans notre exemple, là, le nœud connaître les tables d'addition, en bas à gauche, il n'est pas sélectionné car, comme on peut le voir sur la figure, il est déjà maîtrisé par l'apprenant. D'accord ? Donc ce nœud, on ne va pas obliger l'apprenant à travailler sur ce nœud. La deuxième étape, une fois qu'on a sélectionné les connaissances et les savoir-faire à faire travailler, ça consiste à les ordonner. Donc, dans notre exemple, dans l'exemple ici, là, connaître les techniques opératoires sur les entiers, donc le nœud qui porte le numéro 3, il va être travaillé avant le nœud mettre en œuvre les techniques opératoires sur les entiers, car c'est un prérequis de celui-ci. En fait, je ne vous ai pas donné le détail, mais dans la partie gauche de l'arbre, on a des connaissances, et dans la partie droite de l'arbre, on a des savoir-faire. Donc, a priori, dans l'exemple que je vous ai donné, là, on va d'abord faire travailler la connaissance avant de faire travailler le savoir-faire correspondant. Ensuite, on fait la même chose avec les ressources. C'est-à-dire que pour chaque nœud sélectionné et qui possède des ressources, on va sélectionner les ressources qui seront présentées à l'apprenant. Dans cet exemple-là, la ressource exercice 1, en bas à droite, elle n'est pas sélectionnée, car par exemple, on peut envisager que la qualité de la connexion réseau de l'apprenant est insuffisante pour afficher correctement la ressource en question. Et puis enfin, on ordonne les ressources en fonction de l'ordre des connaissances et savoir-faire à travailler. Et par exemple, on va d'abord proposer des exercices courts comme des QCM, avant de délivrer des exercices plus longs comme des exercices à trous. Et enfin, lorsque les ressources sont ordonnées, elles sont proposées à l'apprenant sous la forme d'URL, sous la forme de liens web, et l'apprenant pourra alors cliquer sur les différents liens pour réaliser dans l'ordre sa session d'apprentissage personnalisée. Bon, comme vous l'imaginez, il y a de nombreux travaux en cours dans ce projet Compère. On est actuellement en train de formaliser une grammaire pour exprimer les règles logiques.
Et on spécifie en parallèle une stratégie compère indépendante de la discipline et du niveau dans lequel elle est enseignée. On espère cet été développer le processus de personnalisation que je vous ai présenté et mener des premières expérimentations cet automne à l'UT informatique de Toulouse avec les premières années et dans le cadre de l'apprentissage de la programmation Shell. Si tout se passe bien, mais bon, rien n'est moins sûr avec le contexte actuel, on en parlait avant de lancer le séminaire, on pourra vous présenter les résultats de ce travail à la prochaine conférence EIH qui se déroulera en Suisse au printemps prochain, en 2021. Donc Louis Seblerol, le doctorant qui est financé sur le projet pour la partie personnalisation, il est au charbon. Et si ces travaux vous intéressent, n'hésitez pas à écouter cette présentation la semaine prochaine, jeudi à 14h30, lors des rencontres jeunes chercheurs en UIH, qui normalement devaient se dérouler à Poitiers, mais comme le séminaire de l'IMT, se déroulera en ligne. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long pour une première présentation en ligne et je vous remercie pour votre attention. Et bien évidemment, je suis ouvert à répondre à vos questions. Merci beaucoup. On a une petite phase de questions. Alors, je pense qu'on avait plutôt placé ça. Je reprends. Je me souviens plus si on avait dit qu'on faisait. C'était à la fin, c'est ça, à la fin des deux présentations? Ouais, on avait dit qu'on ferait des questions à la fin. Donc, je propose qu'on passe à la seconde présentation. Si vous avez des questions, on peut applaudir en visio. Hein, bravo. Il faut mettre le micro pour ça. Ouais, c'est moins bien. Il y a deux questions simples. Il y a Olivier Berger qui aurait bien aimé avoir les slides pour pouvoir suivre en parallèle. Donc, il se demandait si on pouvait les charger dans Zoom. Et il y avait une autre question simple sur ton ontologie dans Compère. Est-ce que les ontologies sont publiées? Pas encore. On a écrit les livrables, mais on n'a pas rédigé on n'a pas encore rédigé l'article. Il y en aura un pour EIH l'année prochaine, c'est sûr. Et puis éventuellement le processus de personnalisation si on a des retours par rapport aux expérimentations. Ok. Donc je propose qu'on. Ouais, on passe à Marc. Voilà, et on garde les questions. Si vous avez des questions, comme ça vous avez le temps de les formaliser. Et puis on passera un peu de temps pour les questions à la fin des deux présentations. Merci Julien. Marc, tu peux reprendre la main? Voilà, Jean-Marie. Oui, je pense qu'il faut que Julien arrête de partager. Ouais, alors, si c'est là. Il arrête le partage, oui. Et je vais épingler. C'est bon, Marc? Voilà, tu as été poussé par quelqu'un, je pense. Non, mais ouais, j'ai cliqué quand même. Hein. Bon. Là, je pense que vous voyez là. Parfait. Impeccable. Bon, très bien. Bonjour à tout le monde. C'est un vrai plaisir d'être là. Et je n'ai pas l'accent toulousain non plus parce que je suis espagnole à l'origine, en fait. Et du coup, j'avais commencé à préparer la présentation en français, mais j'ai vu que je ne suis pas trop à l'aise encore pour m'exprimer assez bien avec toute la recherche que j'ai fait précisément en anglais. Donc, du coup, j'ai fait la présentation en anglais. Mais à la fin, je peux accepter les questions en français sans problème. Voilà, c'est juste que je suis plus à l'aise en anglais et c'était plus facile pour moi de la préparer en anglais. So today I just wanted to share with you some of the thoughts and the experiments and results that we've been achieving with our team. In particular, I've been working in MOOCs since 2014. And since then, I moved to Católica de Chile, and these are some of the works that I've worked there before coming back to Toulouse at IRIT in 2018. So here today, I want to share with you some of the thoughts and impressions that I've collected through these years working with MOOCs. In fact, consider MOOC as the new instrument for exploration and research in higher education. Okay, yeah. When the term MOOC appeared in 2005 with the paper by George Seaman talking about connectivism, or Dave Cormier, who coined the term MOOC in 2008, MOOC became an important topic of discussion.
In fact, these courses, usually designed as a set of video lessons with some exercise to practice and developed mainly for training students at scale, they become a topic of discussion because of mainly three reasons. Some people thought that these MOOCs were the solutions to deal with the high income prices of higher education titles in places such as US. Some people talk about the threat that they become to higher education institutions and the traditional models we were developing at that time. And some others talk about the big tsunami that could change higher education, and that could be the main change towards some more convenient models or more appropriate models to our times. However, after 10 years or 12 years of its appearance, and if we see this with a little bit of perspective, now I would see MOOCs like the natural evolution of the higher education in the internet age. That means, since that moment, higher education keeps continuously doing traditional courses as we always have, but with the inclusion of MOOCs, these trigger some changes in higher education that make them evolve toward the internet age. But most importantly, what I think that was especially important with the MOOC intrusion in higher education was two consequences that I consider are essential for the scientific community in the field of educational technology. The first consequence is that building and starting producing MOOCs produce or trigger or were the catalysts for an unprecedented process of digitalization of materials in higher education. Suddenly, everybody started producing digital material, and in a moment, we had plenty of higher education institutions working on the digitalization of these components, of these resources. These resources combined and worked with traditional practices and so on, derived to a set of new models. That's why I put these transformer figures, because it started a new transformation of what we understand that the traditional education was, towards a transformation with models reusing and reusing digital resources. And all this experience, in fact, have helped us today to face better the COVID pandemic, for example. A lot of institutions are much better prepared to the hybrid models or online models because they were working on MOOCs. The second consequence was data, has to do with data. Since now in technology enhanced learning, in the fields of learning sciences mainly, we were working with very few data. We were working with a scarce amount of data provided from the small experiments we ran in course with 30 students, 50 students at max. The most well students were 600 students, but we still had not much data. However, with the MOOCs and with the massiveness of its main characteristics, we started sharing huge amounts of data. We started collecting data about how people behave, what are the courses, how do they behave in online courses, etc. And this opened up a new opportunity to explore and analyze what was happening and how we were learning. That's why these two consequences lead with what I think are the most important thing that MOOCs have led to us in higher education is that they become the opportunity for exploration and research in higher education. Today, I wanted to share with you three aspects that we've been exploring, mainly two aspects that we've been exploring. On the one hand, we have been using MOOC as an instrument for testing, trying, and evolving our models of learning in higher education, trying to conceive new models and testing them to see how they work. So today I'm going to present some of these models. And then we have been using MOOCs also as the instrument for researching how do we learn. Thanks to this huge amount of data that they allowed us to collect, we are going to analyze how do we learn in these new learning models. So let me start first with these new learning models we have been exploring. Since the beginning of the MOOC wave, in which all universities started to produce MOOCs, this was the time of platforms such as Coursera, edX,
the French government put into the service of the universities the platform FAN, where you could produce and provide your MOOCs. Everybody started this race of MOOC production in order to be visible in this new world of learning content and to be a part of this new ecosystem we will building. So then the MOOC production became part of a standardized and installed process in the institutions in which teachers aim to digitalize their content and try new models. Then, after investing a lot of huge efforts and money in this MOOC production from the institution side, they were aiming at exploring how can we do, or what can we do with these MOOCs once they are produced, and how can we transform these MOOCs in something useful for our traditional models of the higher education institutions. That's when I was working at that time at the Católica Universidad de Chile, but I had many contacts with the Universidad Carlos III de Madrid, and I was in a project with the MIT in which we asked ourselves, what is people doing with MOOCs? How are they reusing them to build new models in higher education? So we came up with this framework we call the hybrid MOOC framework, in which the main aim was to organize a little bit what type of things we were doing in higher institutions for reusing MOOCs. In this framework, we conceived this as a two-axis framework, in which on the x-axis you have the institutional effort, that is the effort that the institution has to do to integrate a MOOC within their practices. That is the number of teachers they need, the number of infrastructure, services to support, etc. And the y-axis, which is what is the alignment with the curriculum that the MOOC itself, the content of the MOOCs, is with the curriculum of the institutions we want to integrate it in. So what we did is, okay, once we have this axis in which this close to zero means low, and as long as you go to this, it means high. We proposed 4 models as a reference, okay? But everybody could locate their model within this axis, okay? If we start analyzing those models in which we need a lower institutional effort, we could see, for example, this model that we called MOOC as a service. You should imagine this model as a MOOC in which once it's produced, you use it as a service for your students. Just propose it as a voluntary or mandatory, voluntary normally, MOOC that you can use for example, levelizing their level on a certain material, remedial courses, such as remedial courses. In this case, you don't need too much effort from the institutional side because you have the MOOC produced and you just provide them to your students. And it is not necessarily aligned with your curriculum because maybe it's something you use for refreshing content. On the high axis, if we move up, we can see the MOOC as a replacement. This requires not much institutional effort, neither because it's a MOOC already produced and you give it to your students. But in this case, the MOOC is very, very aligned with the curriculum because you change a course, a traditional course, by a MOOC, and you give credits to your students for that. In this case, we say as a replacement because it replaces a course, a traditional course. If we move on the x-axis and we go to this sidelines, we see that sometimes some institutions were using MOOC as an added value for their courses. In this case, this is the situation, for example, in which you use the MOOC as a complementary book, as a new bibliography that you add to your courses. In this case, the effort from the students, the institution side, meaning the teaching, it's higher because it requires for the teacher to see the whole MOOC and see how it links to the curriculum, but it's not necessarily completely aligned with the curriculums because it's used as an added value to your course. Finally, we have in the other extreme, the MOOC as a driver. This is the typical model in which MOOC is used as the driver of the learning process. And this is the typical example is the flip in the classroom. In this case, the flick in the classroom, you see, for example,
you see how the MOOC is used as the center of the learning process, and you build up a lot of activities and strategies around the MOOC to, for example, promote active learning in the classroom. These are the 4 models we've selected as exemplary models, but anyone and any institution could locate their model in this access, put it in the medium in case we wanted, etc. But this was for us a very good way to try to conceptualize what people was doing and how they were reusing MOOCs in their institution. Today, after we thought about that, we started thinking, okay, now that we have a framework about what are the models, why don't we start exploring how these models work and which of these models are better adopted by our students and lead to better learning outcomes. And this is what we started to do at the Pontificia Católica. And today I'm going to explain you briefly the results of these 2 models that were evaluated there. The first one was the MOOC as a service. In this case, at the University Católica de Chile, what students do once they register to the university, they have to pass an exam in maths. They have to see if they have the minimum level of maths that they need. This is very typical in France, also in the école d'ingénieur, qu'il faut qu'ils fassent un examen pour voir voilà, les niveaux d'anglais, le niveau de mathématiques, par exemple. So there, what they do is they register, and then we provided them with 4 MOOCs for practicing those topics that they had to have seen in the lycée, so that they can practice and pass the diagnostic exam. Then after this period, we call it the diagnostics phase. And if they fail on the exam, they have still 15 days to continue studying these MOOCs and pass the final exam. So what we wanted in this case was to see if facilitating these MOOCs was a good mechanism to help them to pass first the diagnostic exam, and in case they did fail this exam, pass the remedial exam. We ran the experiment with these 752 students that registered to the university that year. And of those, only 589 registered to the MOOCs for practices. I have to say that this participating in these MOOCs was voluntary, so it was not mandatory, and this is what we did. So they had these MOOCs, and what we see is to explore what happened. What do we ask ourselves? We were asking them, are students using these MOOCs, first of all, and how? And what are the consequences of using it in terms of learning outcomes? 4 results we got from them. First, students have difficulties on adopting this type of resources when they are not mandatory. In fact, only 18% of the students actually used the MOOC for learning about the exam. Second, the good news is that those people that were especially active in the MOOCs, they got better results in their exams. And I have to say that, and I can say that statistically meaningfully, because we compared those students with the similar GPAs, meaning the same mark which they come to the university, the BAC, and we control by this parameter. So we saw that those that were active, independently of the previous knowledge they had, were more successful in their exams. Also, we saw that MOOCs were only in this case good for refreshing concepts. They were not good for learning new concepts in which they have gaps. And also, by studying the activity of the students in the MOOCs, we realized that it was a fantastic tool to see where were the knowledge gaps, in which we saw there were more activity. We saw these as gaps that we had to reinforce in our courses. Well, this was the first model we test. We saw, okay, if people is not adopting, but at least it gives us some hints towards where to go. It's a good way to refresh concepts. Then we wanted to do a similar study, but in this case with the other extreme of the figure, meaning the MOOC as a flipped classroom, the MOOC as a driver. In this case, what we do is we took a course in organizations
It's a second-year course at the university with 317 students. And in this case, the students were separated in two groups. One group was the experimental group, in which they used the MOOC for flipping the classroom. And the other were the control group, in which they continued with the traditional course. The main idea here were to compare these two groups. We tried to keep the same teacher, keep the same content and the same evaluation tasks. The only things that were changes in that the face-to-face courses in which the student, with the teacher was the magistral, les cours magistral, were changed by the video in the MOOCs, while in the other case, the students were taking the MOOCs online. Then the courses were organized, an active learning process in which they participate in groups and so on, and where they discussed about the content. This is what we got. We studied again the impact in terms of adoption and learning outcomes, and this is what we did. In this case, we saw that those students in the experimental group that were especially active in the MOOCs were better prepared for the evaluations. Also, we saw that there were statistically significant differences in the marks of the students, of those who were participating in the experimental side, not depending on their previous knowledge. And finally, we saw again, like in the other case, that the students were especially interested in the course before the exam, but we couldn't keep them to be constantly working with the course. So what did we learn from these two models? Okay, we saw that from these two models, those who were more integrated in the curriculum, like in the second case, were better adopted. So the students, when they have this as a mandatory thing, they participate more in the MOOC. And also that MOOCs, independently on their previous knowledge of the students, promote better learning, meaning that those who participate actively in the MOOCs have better course marks. These are the results that we obtained from the new learning models. And then we started saying, okay, now we know that some of these models work. We have paid attention of how they react to the model and what are the learning outcomes that they can achieve. But we haven't focused on what they are actually doing in the course, meaning analyzing the behavioral patterns in the course. And that's why we were interested in the second side. Okay, we say we have plenty of data. Why don't we analyze what are the actual strategies that the students are using in these MOOCs? For that, in this case, we choose 6 MOOCs in Coursera, all in engineering, and we only analyze those students that were actively engaging in the course, meaning making at least one evaluation, and also those who answer a questionnaire, a previous questionnaire before starting the course about strategies in online learning environments. In this questionnaire, we were asking them what are the usual strategies they were using when they were in online learning environments. This questionnaire was based in a questionnaire by Broadbent. It's a researcher in UK in which he was exploring online behavior in MOOCs, and we took this as a reference as a questionnaire. In the first study, we focused mainly on what are the main characteristics of the students, and we realized the following. Those people with higher education, meaning higher education studying at the university or higher, PhD students, had a higher strategic profile, meaning they say that they were better in studying in online. But more interestingly, what we saw is that if the MOOC is aligned with your interests, if the MOOC is interesting for your work or for your education, you feel more prepared to address the MOOC. So you declare that your strategies will be better. And we have another third result, which we found interesting, in correlating the results of the answers by the students in the questionnaires with the final learning goals. We saw that those who reported good learner goal setting and strategic planning strategies were more likely to achieve their goals. Then we saw, okay, we know now what are the characteristics of the best students, what are the strategies that work better in principle, let's see what actually happens. And then we ran a second study in which we used process mining techniques to see what was the actual behavioral pattern that they were using in their study session.
For that, what we saw is that the following. We saw that those people that say that they were good learners in online learning and they declare themselves as strategic learners there, they work in more number of sessions in the MOOC. But not only more sessions, also better sessions. What they were doing is to go into the assessment, revisiting the videos for answering the assessment, and going through the main structure of the course as it was designed. In fact, from the patterns, we identified 3 types of learners. We identified those who we called it comprehensive, that they were following exactly the sequential structure in which the MOOC was designed. These are the perfect students because they do what they have to do, and then they come back to the video, review the video, and go to the assessments. There were, on the other hand, another type of learners that were very successful, by the way, but we call it target because they were only doing the assessments to pass and then selecting that information that was useful for answering this assessment. And then we saw the sample learners, as we always see, in which they behave very irregularly in a structured way, and mainly they didn't achieve their goals. So what would we learn? What did we learn from these 2 studies there? Well, we learned, on the one hand, as much educated you are and more aligned the interest in your online learning is aligned with your professional career, the better perception of learning strategies you have. You consider yourself more strategically prepared for addressing the MOOC. On the other side, we saw that those with a high strategic profile represent more activity in the course and with a higher variety of strategies. They not only use one, but they use a variety of them. We also saw that goal setting and strategic planning are related with good learning outcomes, meaning that these are the strategies that we have to support. And we also see this type of behaviors in which we could classify the students in 3 groups in order to, for example, target a particular learning design for them. This is what we learned from the learning behavior. And let me explain a little bit what are the main implications that we got from this work and that we are still exploring and open new research line. The first one, and related with the learning models, this is what we've seen. Still, a lot of universities are doing plenty of tests and trying new models in order to reuse their MOOCs in their traditional courses. The problem of all these studies is that, unfortunately, it's very difficult to compare them. It's very difficult to compare what the University of Toulouse is doing, compare with the MIT is doing, compare with what you guys are doing in your university. It's very difficult because everybody considers different methodologies to capture the data, different methodologies to analyze the data, and different indicators for comparison. So the new ways of, I think that it's good that we all put our efforts on providing new models and making more studies, but what I think it's interesting should be to explore how we can all compare our models so that we can extract and generalize the results and maybe end up with some lessons learned. The H framework I presented was in this line. However, still a lot of work has to be done in order to link what methodologies, what indicators are good for the different models we model there. On the second hand, we saw that if we want to keep these models working, we need to support students to be well, to work very well in this type of environments. And for that, we had to support the strategies that were more successful. So we started exploring and experimenting with different interventions in order to support the students in their goal setting and strategic planning strategies. In a first experiment that unfortunately didn't work, and I leave you there the reference so that later on you can have the results, what we did is to recommend successful strategies to the students from other previous students. So we interviewed people that were successful in previous launch of the MOOC, asked them about the strategies they use, and then recommend to the following students these strategies.
Unfortunately, this didn't work, and this didn't result in good learning outcomes or changes in behaviors. However, we realized that we could influence that by providing them with tools in which you help students to see what they are actually doing in the course. So for that, we designed a tool. I can leave the link afterwards. It's a tool called Note My Progress, in which you can visualize and support certain strategies to the students, providing them with information of what they are doing in the course. And this, yes, it worked, and it provided us with some changes in behavior in the students so that they can successfully finish their course. With this, I just wanted to end. This is only a sharing of what we've been doing during this all time. But I would like to end with a final message, inviting you to not throwing up MOOCs because now is not the wave, they are not in the mood, etc., etc. It's not the new wave. But we have to keep still them as a good instrument for exploration and experimentation in order to see how can make finally the jump from traditional practice in higher education towards better practices, more informed practices, and more scientifically supported practices. Thank you very much. And these are the team in which I worked with together with different projects, Lala Project and MoonMaker in Chile. Thank you very much. Thank you. C'est presque ça. Applause. It's difficile en visio. Merci beaucoup, Mar. Merci à vous. On peut passer à une phase de questions. Je vous propose de... Alors, je pense qu'on peut prendre... On est 71, tiens, on a gagné quelqu'un en cours de route. Je propose qu'on se manifeste. Alors, pouvez-vous manifester, il me semble, par les petits boutons qui sont... Ah ouais, des applaudissements, forcément. On peut mettre des questions dans le chat. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole. On va gérer. On a une première question là d'Olivier. Ah bah c'était à propos des slides. Bon, allez, c'est Serge Garlati, là, je vais poser une question, c'est pour Julien. En fait, Julien, tu as dit que dans le dernier projet, la Compère, vous étiez en train de regarder pour avoir des règles experts, je vais remettre ma vidéo, des règles experts en fait indépendants du domaine. Est-ce que tu peux donner un exemple? Et parce que quelque part, ma question, je me dis comment on peut avoir des règles pour gérer en fait l'adaptation, si j'ai bien compris les choses, donc via les compétences, indépendamment du domaine. Non, bah, en fait, soit je me suis mal exprimé, soit tu as mal compris. Les règles expertes, elles sont spécifiques au domaine, à la discipline et au niveau. Elles vont être formulées par les équipes pédagogiques du projet, ouais. Donc, les profs. Par exemple, les profs de physique vont définir des règles spécifiques à la physique et en particulier à l'enseignement de la physique en première. Par contre, les règles Compère, elles vont être définies dans un premier temps par leurs doctorants et par ses encadrants. Et ces règles Compère, effectivement, elles vont être indépendantes de la discipline et le niveau. Un exemple de règle, alors on commence à y réfléchir simplement là, hein. Mais un exemple de règle, c'est celui que j'ai donné dans la présentation, c'est de dire si on a une relation de prérequis entre deux nœuds, et ben d'abord, on va faire travailler la cible de la relation plutôt que la source. Ok, oui. Donc j'avais rien compris. Quand j'ai pris mes logs, j'ai déconné. Non, mais pas de souci. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, c'est Michel. Je vais vous montrer mes vidéos, mais elle est nettement moins glamour que celle de Serge. Moi, j'avais aussi une question pour Julien. Mais attendez, hop, ouais, j'ai les lunettes de soleil.
Julien, tu as dit c'est l'apprenant qui définit ses objectifs d'apprentissage. Comment on garantit qu'il ne va pas délirer, quoi, qu'il va pas faire n'importe quoi? Ben, dans un premier temps, on ne va pas le garantir. Et ensuite, donc, quand il va réaliser ses activités d'apprentissage dans les plateformes, il va être tracé. Donc, il va falloir qu'on regarde un petit peu ce qu'ils font. Mais c'est l'approche, en gros, qui a été choisie par le laboratoire d'Iris, là, dans le modèle qu'elles ont élaboré, que Nathalie Guin et Marie Lefebvre ont élaboré précédemment, le modèle Persuade, dans lequel, effectivement, l'apprenant peut avoir la main sur ce qu'il souhaite apprendre. Alors, on va expérimenter, quoi. On va expérimenter alors, d'abord, dans le supérieur, on peut y espérer que dans le supérieur, les apprenants soient assez responsables pour effectivement proposer des objectifs qui ont du sens. Ensuite, plus on descend dans les niveaux scolaires, a priori dans le cadre d'EduClever, dont le terrain concerne l'apprentissage du français à l'école élémentaire, évidemment que là, on ne va pas laisser les apprenants définir leurs objectifs. D'accord, merci. Merci. Moi, j'avais une petite question aussi pour toi, Julien. Je suis désolé, hein. Je les ai prises dans l'ordre. Est-ce que tu as... Je me souviens avoir lu un article de Rémi venant sur le modèle de compétences. C'est bien de celui-là dont tu parlais, celui-là, ouais. Je suppose, avec un modèle UML, il me semble. Oui. C'est ça. Et, est-ce que vous avez creusé un petit peu ce modèle de compétences Est-ce que vous l'avez poursuivi? Parce que je me souviens que c'était quelque chose, bon, il y avait ce que tu as défini là, mais est-ce que vous avez été un peu plus loin dans, je sais pas, dans la modélisation ou dans l'expression de ce que c'est qu'une compétence ou... Alors, non, pas spécifiquement dans le cadre de ce modèle. Bon, il a été peaufiné, on va dire. Mais il n'a pas été expérimenté. Donc, quand il a été présenté, ce modèle, c'était à la conférence EIH en 2015. Et la plateforme que je vous ai présentée, là, les différents outils ont été développés ensuite, pour la plupart. Et donc, c'est en développant ces outils qu'on s'est aperçu de 2-3, pas dysfonctionnements, mais 2-3 manques du modèle. Et c'est là qu'on l'a amélioré. Mais on ne l'a pas expérimenté dans le cadre d'autres formations. J'aimerais bien le tester, moi, dans le cadre du but, là. Pour la rentrée 2021 à l'IUT, enfin, on va changer de diplôme, on va passer d'un DUT au BUT. On doit redéfinir tous les programmes nationaux. Et j'aimerais bien voir comment je peux réutiliser la plateforme Miage des compétences pour intégrer les curriculums et les PPN qu'on va devoir faire dans le cadre de l'IUT. D'accord. Okay. Ce sera une occasion de l'éprouver encore, le modèle. Mais bon, il est assez conséquent et a priori, il y a quand même pas mal de choses déjà dans ce modèle. Dans le modèle qu'on a choisi d'implémenter dans le cadre du projet Compare, il est beaucoup plus simple. On ne prend pas en compte les formations, on ne prend pas en compte les métiers, on a simplement des référentiels de compétences. Les profils des apprenants, c'est pareil, c'est en fait un référentiel de compétences qu'on va taguer avec le niveau de maîtrise de l'apprenant par rapport au nœud du référentiel. Mais voilà, l'approche compétences, donc dans le projet Compare, elle est beaucoup plus light, donc on n'a pas eu à creuser la modélisation qu'on avait proposée dans le premier projet, dans le projet compétences. D'accord, ok, merci. Super. Je crois qu'il y a une question pour Marc de Claudia. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Très bien. Ok. Eh ben, merci Marc pour cette présentation. C'était très intéressant. Je voulais te poser une question sur le modèle HMOOC avec ses axes. Je me demandais si tu t'en étais déjà servi ou si vous en étiez déjà servi comme outil de stratégie. C'est-à-dire, est-ce que les directions des établissements peuvent, à partir de cet outil, définir une stratégie de l'utilisation des MOOC? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Oui, en fait, c'est une très bonne question.
Oui, en fait, ce modèle, c'était fait juste pour ça, parce qu'on voulait montrer au Vice Dean, le directeur de l'école d'ingénieurs de là, leur montrer les possibilités qu'on avait pour de faire des modèles différents avec les MOOC. Et du coup, on l'a utilisé en plusieurs workshops avec plusieurs des profs, etc., comme instrument de définition, de design, de modèles. Donc, du coup, il y avait du monde qui utilisait cette framework comme pour mettre ses post-it et situer son initiative et dire, voilà, c'est pour ça que la mienne est différente, ou je pourrais faire celle-là plus proche à ça parce que je n'ai pas trop de support institutionnel, etc. Et ça, c'est un très bon instrument pour discuter. Et je pense que oui, ça peut être très intéressant pour discuter avec les managers des institutions. Ouais. Parfait, oui, c'est à ça que je pensais. Merci beaucoup. De rien. Juste pour réagir, je vais juste m'insérer. En fait, on avait à peu près ces 4 types de MOOC quand on avait commencé à faire les premiers appels à soutien de MOOC dans le cadre de l'IMT en 2014. Alors, on ne l'avait pas formellement sur un joli courbe H, mais on avait effectivement cette polarisation qui était dans nos têtes à ce moment-là et qu'on avait exprimée de manière plus textuelle. Oui, je pense que là, les papiers qu'on a sur ce modèle, on a différents exemples qu'on met comme, pour montrer où est-ce que tu peux positionner tes divers modèles qu'on a regardés sur la littérature, etc. Et c'est un bon exemple pour montrer les possibilités. Et pour nous, c'était un instrument aussi pour se dire, est-ce que je peux comparer, par exemple, des initiatives qui se sont Merci de couper le micro. Oui, donc on avait effectivement fait des choix par rapport à cette idée de est-ce qu'on fait des MOOC de réutiliser, des MOOC de remédiation ou des MOOC de visibilité, quoi. Oui. Voilà. Bon, c'était pas pour réagir là-dessus. Je crois qu'on a d'autres questions, donc je laisse à la main. Mathieu, c'est toi qui gères. J'avais coupé mon micro, excusez-moi. Il y avait Issam qui voulait poser une question. Issam, n'oubliez pas de vous présenter, hein, juste pour que ça aide un peu. C'est une question pour Julien par rapport au modèle de compétences. Donc, il présente les liens avec les ressources et puis le profil des apprenants. Moi, ce que je voulais savoir, c'est comment est renseigné du coup le niveau de compétences des apprenants en lien avec les compétences, donc les niveaux d'acquisition. Et puis, est-ce qu'il y a une présentation temporelle, dans le sens où ils font des activités et puis on voit au fil de l'eau l'acquisition ou la perte de compétences. Voilà. Alors, le niveau de maîtrise des compétences, ou des connaissances ou des savoir-faire, il est calculé automatiquement à partir des activités qui sont réalisées par les apprenants sur les activités d'apprentissage. Alors, je ne peux pas te dire exactement la manière dont il est pris en compte. C'est dans le lot 2 du projet Compère que se réalise cette activité. C'est Nathalie Guin et Marie Lefebvre qui ont pris un postdoc l'année dernière pour faire ce calcul. Mais ce calcul, donc d'une part, ce niveau de maîtrise, il est accompagné d'un indicateur de confiance. C'est-à-dire, est-ce que le niveau qui est calculé automatiquement, est-ce qu'il est fiable ou pas? D'accord? Donc ça, idem, je ne peux pas te donner exactement la manière dont cet indice de confiance est calculé. Le livre correspondant est en cours de rédaction. Mais voilà, le niveau de maîtrise, il est accompagné d'un indicateur de confiance qui indique si le niveau de maîtrise est fiable ou pas. Et pour répondre à ta question temporelle, Nathalie et Marie ont pris en compte effectivement le fait que si une compétence n'était pas travaillée pendant un certain temps, le niveau de maîtrise allait décroître. Idem, je ne suis pas capable de donner le détail de l'implémentation, de la formule qui est utilisée pour prendre en compte la diminution du niveau de maîtrise d'un étudiant s'il ne travaille pas une compétence donnée.
Mais ça, tu pourras l'avoir prochainement. Je pense qu'elles vont également travailler à publier ces résultats, entre guillemets, lorsqu'on aura le processus de personnalisation. Quand on va faire des premières expérimentations, là, bah, ça nous permettra de savoir si la manière dont on calcule le niveau de compétence, l'indicateur de confiance, les expérimentations nous permettront d'avoir des retours sur ce qu'on propose. Mais tant qu'on n'a pas d'expérimentation, on ne peut pas dire si ce qu'on propose, c'est correct ou pas. Ok, merci. Ouais, c'est très bien, merci. Ok, merci. Il y avait des 2 questions de Faïma. Oui, donc bonjour à tous. Ouais, donc j'ai une question pour Julien et puis une deuxième pour Marc. Pour les outils que tu as présentés, Julien, je me demandais si c'est des outils qui sont propres à l'université ou vous avez partagé, est-ce que c'est des outils qui sont possibles à partager ou parce qu'en fait, l'année dernière, je sais que comme il y a eu pas mal de réformes au niveau des cursus universitaires, il y a eu beaucoup d'universités qui essayaient de développer leurs propres outils pour gérer des compétences, produire des cartographies de compétences. Et c'est ce que tu as présenté, c'est très intéressant et ça peut répondre à beaucoup de problèmes, en fait, problématiques communes de pas mal d'universités. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure à Mathieu, la plateforme, elle a été principalement développée après le projet, en fait, parce que bon, il a été compliqué à mener ce projet, notamment le coordinateur Philippe Vidal a eu des soucis, des ennuis de santé en 2014, et donc ça a pas mal chamboulé le déroulement du projet. Donc la plateforme, elle a été développée principalement en 2017 et 2018. Bon, moi, je n'ai pas développé. Rémi Venant, que tu connais, a participé fortement au développement de la plateforme. Cédric Tessier également, qui est dans notre équipe de recherche à l'IRIT. Ils l'ont fait pour Miage. D'accord, il y avait une forte demande au niveau de la Miage parce que les étudiants de la Miage, la Miage a un profond ancrage avec le monde de l'entreprise. Donc, ça a été développé par rapport à des référentiels que j'ai cités tout à l'heure, qui sont spécifiques au métier d'ingénieur. Mais c'est tout à fait envisageable. Pour chaque entité, pour les pas pour les formations, mais pour les compétences, pour les métiers, on a intégré au moins 2 référentiels. Donc, on absorbe un minimum d'hétérogénéité. Et comme je l'ai dit à Mathieu tout à l'heure, le modèle, il a été éprouvé. Et je pense qu'effectivement, il peut répondre à certains besoins. Alors, pas de toutes les formations, parce que si on prend des formations en sciences SHS, ça va être plus compliqué peut-être, je ne sais pas, de représenter les compétences et les métiers qui sont mis en jeu, et encore, il faut voir. Mais en gros, la plateforme, elle est accessible en ligne. Je sais qu'elle était en interne sur l'intranet de l'UPS, qu'il y avait un projet de la déployer sur le web. Il faut que je demande à Daniel Marquet, le responsable de la Miage de Toulouse, ce qu'il en est par rapport à ça. Il y avait aussi le projet de la mettre en open source sur GitHub, mais comme Rémi est parti, je pense que ce projet-là, il n'a pas été mené à terme. Après, voilà, si ça t'intéresse, si tu veux la tester, si tu veux… j'ai été en contact avec Rémi là, ces 2 derniers jours, justement pour lui demander 2-3 trucs sur la plateforme. Il m'a dit qu'elle tournait encore en local sur sa machine. Donc voilà, il n'y a pas de problème, je pense, pour que si on le souhaite, et si tu le souhaites, obtenir le code source et voir ce que tu peux faire avec. D'accord, merci. Tu avais une seconde question, Faïma, non ? Oui, donc pour la deuxième, c'est pour Mar. En fait, tu as présenté à un moment donné 2 études qui visent à amener du support pour les étudiants qui suivent les modèles de MOOC. Et donc, la première sur l'autorégulation ne fonctionnait pas, tu avais dit, la deuxième fonctionnait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les 2 études,
comment ça a été réalisé? Oui. Est-ce que les deux sont des études auxquelles toi, tu as participé? Oui, les deux sont études auxquelles j'ai participé. En fait, le premier, c'était une étude qu'on a publiée dans une conférence Learning at Scale. Je vais te passer les liens. Toutes les références sont dans ma présentation. Quand je peux vous passer la présentation, vous pouvez voir. L'idée, c'était là, on avait vu qu'il y avait certains étudiants qui se classifiaient à eux-mêmes comme bons étudiants avec de bonnes stratégies. Et on leur avait, we asked them through interviews what were the strategies that they were using. And we interviewed them and they wrote their strategies. We asked, I think there were like 24 students that were super good in the course, etc. So we took these strategies, we classified them, and then in another launch of the MOOC, we throw this strategy along the course as a message that the students had in the MOOC. You know, like for example, Patricia says that studying in the morning is better and structuring your courses in the morning is better than in the afternoon. You know, like recommendations with the name of the students that they agreed to share. Like saying, okay, we are gonna share good practices. We provided them weekly. So all the students had a different message in their screen every week, but this didn't have any effect at all. So we saw that nothing happened. So or they were didn't listening to the messages or nothing happened in that case. But then by that time, some people from the Open University in Netherlands, they were trying with a plugin showing what they did compared with the others in a graph. So they saw good results in changing strategies. So we said, okay, why don't we, now that we know what are the strategies that work better, why don't we provide them with good visualizations about these strategies? So that if we can see that finally that they react. So we designed a plugin for Coursera. Now it's already for Moodle. We have it already produced from Moodle, in which you can visualize and you can interact with different visualizations about what you've been doing in the course. At what time did you do these resources? How do you plan to do the next week? How your plan aligned with what you actually did. And this is the most important thing, so they can see what they plan to do and what they are actually doing. And this worked. So we are now, it's gonna be published soon, hopefully, the paper, but we saw effectively good results in behavior. I'm not saying that recommending doesn't work. I know a lot of people that is trying to recommend good practices, and I think that could be, but we need a more intelligent recommender system behind that. Okay, so the first one were just based on emailing only. Yeah, on email, on not emailing, it was in the course, you know, in the, like when you access the course that you see the videos and everything, you saw like a message from the teacher. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Ok, merci Mar, merci. Je crois qu'il y avait une question de Jean-Loup Castaigne, si je remonte le fil. Jean-Loup? Oui, c'était en complément, j'ai eu pas mal de trucs. C'était pour Mar, c'était les étudiants ont déclaré eux-mêmes un niveau de stratégie. Et puis maintenant, je viens d'entendre que vous avez regardé entre les déclarations de niveau et la performance dans le cours elle-même, les liens qu'il y avait. Donc ça répond partiellement à la question. Ce que je me posais aussi comme question, c'est, on sait que l'engagement peut être aussi lié aux activités qui sont proposées. Et est-ce que vous avez étudié ça et qu'est-ce que ça a donné? Oui. L'autre chose, dans les différents profils d'étudiants, est-ce que vous avez fait des liens entre les étudiants stratégiques qui vont adopter des aptitudes de surface learning et les étudiants qui ne viennent pas chercher un diplôme mais veulent apprendre et vont plutôt, eux, s'engager dans du deeper learning? Very good question. First one.
Yes, the design influence, and we know it. However, since we didn't have the opportunity to influence the teachers that were doing the MOOCs, so we couldn't make any conclusion. We couldn't raise any conclusion from that. However, what we are now doing, and I think that could be interesting, is what we took like 24 students, 24 MOOCs, different MOOCs. We are classifying the different type of activities that they are launching, like more active, more. We have classified according to a theoretical framework of mood design. I don't know now the name, but we have classified according to if it's an active activity, if it's a passive activity, if it's more giving knowledge or receiving or practicing. And then what we are now doing, it's trying to make emerge which patterns from the data we have, which type of activities are linked with particular patterns. And then we could say something about the design, which is a very interesting thing. But until now, we didn't have anything related to that. The second question was related to the surface learners and deep learners. If we saw any different type of activities they did, right? This is what we call the strategic and the comprehensive. The comprehensive are the more deep, and the surface are the more like less deep, okay? And we saw differences in their patterns. In fact, it was very interesting. Yeah, the surface, they just go to what they have to do to answer the questionnaire. So if I have to answer this question, I go just to the video where I know that I'm gonna find this question and I'm gonna find it. While the deepers, they were doing exactly what we teachers aim them to do. Like you see this video, then you answer this question. If you don't understand, you go back to the video, you review, and then you go back to the question. This is what we observe, the main differences. Okay, thank you very much. Thank you. Ok, merci. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Je vous propose alors de faire une petite pause, de remercier Mar et Julien vraiment pour les présentations. C'était vraiment très intéressant. Merci à toutes vos questions parce que je pense que c'était vraiment chouette. Ce que je vous propose, donc, c'est de se retrouver à 16h pour la suite des présentations. Donc, vous avez deux sessions avec deux liens vers l'outil disponible. Et donc, il n'y a plus qu'à se connecter et puis à nous rejoindre donc à 16h, pile poil. Hein. On va essayer d'être dans les créneaux. Je ne sais pas si Jean-Marie, Angelo, Serge voulaient ajouter quelque chose. J'étais juste en train de me demander si des gens avaient écrit des choses déjà sur le document partagé que tu avais proposé en début. Ah, c'est vrai. Et j'ai l'impression d'être tout seul sur ce pauvre document. Alors, il faut remettre... et on a eu plein de propositions, je pense qu'on va retrouver après dans tout ce qui a été fait. Donc il y a ces questions d'approche par compétences, de parcours de compétences qui restent des sujets d'actualité. On a parlé de comparaison de modèles. Mar nous a évoqué l'idée de comparer, de travailler sur la comparaison de modèles. Je pense que ça rapproche un peu de ce que disait Rémi dans ce qu'il va nous raconter tout à l'heure. On a vu pas mal passer cette question d'autorégulation et de comment faire pour aider nos étudiants à apprendre. Et ça aussi, c'est une belle question. Donc, je ne sais pas si ce sont des questions qui intéressent les collègues. J'avoue que si on a proposé à Julien et à Mar de venir, c'est que c'était effectivement des questions qu'on se posait entre nous en préparant cet atelier. Donc, si vous pouvez réagir là-dessus et puis voir si vous avez des questions à poser là-dessus, ce sera avec plaisir qu'on verra vos réflexions sur ces questions-là. Est-ce que c'est des bases de travail ou est-ce que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez envie de faire? Voilà, je vous remets le lien vers le document partagé. Je suis toujours tout seul.